Vous écoutez Lire du Dire, émission littéraire mensuelle sur Fréquence Paris Pluriel 106.3. Lire, L''IRE, comme colère, mais aussi comme parole qui dénonce et qui rassemble parce qu'elle est... Merde, je recommence. Tu vois, c'est mon oreille. Alors, on est reparti. Vous écoutez Lire du Dire, émission littéraire mensuelle sur Fréquence Paris Pluriel 106.3. Lire, L''IRE comme colère, mais aussi comme parole qui dénonce et qui rassemble autour de la littérature parce qu'elle est le langage du monde. Je reçois aujourd'hui Laurence Bouvet. Bonjour Laurence. Bonjour Carole. Alors Laurence Bouvet est née à Saint-Mandé, dans le Val-de-Marne, où elle a vécu 26 ans, qui reste à Charenton, tu as vécu d'ailleurs, qui reste, sont des souvenirs pour toi, un temps précieux de l'enfance et celui de la naissance de l'écriture. Poète, psychologue clinicienne et psychanalyste, membre de la Société psychanalytique de Paris. Elle a publié dans des revues poétiques comme Les Cahiers du Sens, Comme en poésie, Vivre en poésie, Capitale des mots, Europe. Elle reçoit en 2005 le prix Arthur Rimbaud de la Société des poètes français pour son premier recueil Mélancolia, paru aux éditions Hélice. Poésie, et en 2009, elle publie Traversée obligatoire. En 2010, Unité 14 aux éditions L'Harmattan. En 2013, elle rejoint les auteurs des éditions Bruno Doucet avec Comme si dormir, qui est un livre de poèmes sur le deuil et l'enfance. Alors depuis, il y a eu d'autres livres. Je dis juste que tu été présidente du jury poésie en liberté en 2016 et que tu diriges la collection de poésie Le Vrai Lieu aux éditions Unicité. Et donc tes autres livres, il y en a eu pas mal. Alors depuis, effectivement, il y a eu On ne sait pas que les mères meurent. Donc ça, c'est paru aux éditions Unicité. C'est un récit, en fait, un récit poétique de 40 rêves qui concerne aussi le deuil. Puis ensuite, il y a À hauteur du trouble, je dirais sur le désir au féminin pour prendre et faire large. Et ensuite, le dernier, toujours aux éditions Unicité, Dans le tremblement du seuil. Merci. Et puis aujourd'hui, tu es avec nous pour évoquer ton être poète, ton écriture et le lien que tu établis entre écrire de la poésie, c'est-à-dire évidemment fouiller, creuser la langue, et ta pratique psychanalytique. Alors donc, pourquoi la poésie, évidemment, en tout premier lieu, et pas forcément le roman, parce que même si tu as écrit un récit et que tous tes récits sont poétiques, et qu'est-ce que tu ressens comme différence entre l'écriture poétique et l'écriture romanesque? Bien, tout d'abord, je voulais te remercier, Carole, de m'avoir invitée et d'avoir, la possibilité de cette parole. C'est vrai que la parole donnée n'est pas toujours donnée. Donc, ça me fait très plaisir, chaud au cœur. Alors, pour revenir à la poésie et la différence d'avec le roman, en fait, la poésie s'est imposée à moi. Je n'ai pas, c'est vrai, je n'ai pas choisi. Je pense qu'elle m'est arrivée le jour où j'ai quitté mon cursus, c'est-à-dire mes premiers amours, la littérature. J'avais fait un bac littéraire et j'hésitais entre littérature, philosophie et psychologie. Finalement, j'ai choisi la psychologie avec comme visée de devenir psychanalyste, ce que je suis devenue. Mais ce faisant, j'abandonnais mes premiers amours et ma première pente. J'ai toujours adoré le français, l'écriture, donc le langage déjà, et il y a bien longtemps. Et la poésie m'est tombée dessus. J'ai écrit un jour un premier poème et c'était pour ma sœur. Christelle, parce qu'elle venait de vivre une rupture amoureuse, elle était trop triste et j'ai écrit mon premier
poème à ma sœur. Et de là, je ne sais pas, quelque chose s'est ouvert. Et voilà, la poésie est devenue une forme appropriée pour moi à ce que je voulais dire, qui s'est imposée. Et le roman, non, parce que le roman, alors que j'ai écrit un roman, ah oui, Oui. j'ai écrit un roman intitulé Les miroirs ne disent pas tout, toujours aux éditions Unicité, mais ce n'est pas ma forme privilégiée, c'est pas du tout le même type de travail, ça ne s'est pas imposé à moi. Je suis allée vers le roman, alors que la poésie est venue à moi. Et avec cette idée, peut-être cette revendication aussi, surtout concernant la mort, le deuil autour de ma mère, j'avais cette idée que je ne voulais pas être dans le narratif. Et ça, c'est très très important. Tu veux dire raconter une histoire. Oui, voilà, raconter une histoire. Même, voilà, je ne voulais pas. Voilà, je pense qu'il y avait quelque chose comme ça, du côté donc de l'anti-narrative, de l'épure, et puis d'une forme de vérité que l'on ne peut atteindre que par le biais de la forme poétique, qui n'est pas du tout le même type de travail que le roman. Je dirais que la poésie, mais là je vais loin et c'est assez... c'est peut-être une provocation. Pour moi, la poésie est plus proche de la vérité. Mais je dirais que les romans d'aujourd'hui, avec l'autofiction, se rapprochent peut-être davantage d'une vérité, alors que je pensais que peut-être le roman ment. Voilà. En tout cas, c'est pas une forme qui s'est imposée à moi. Voilà. On ne choisit pas, voilà. Oui. Et justement, dans ta pratique psychanalytique, tu as une approche du langage qui vise aussi peut-être à l'anti-narratif, c'est-à-dire... Oui, à la construction. À la construction dans un récit contrôlé, maîtrisé. Et c'est vrai que l'écoute et même la parole de l'analysant passe par une forme de déconstruction. Justement, atteindre la vérité et déconstruire le narratif, peut-être. Exact, voilà, absolument. Donc, le narratif, ça suppose une temporalité, ne serait-ce que la phrase, un sujet, un verbe, un complément, ce dont la poésie peut tout à fait se passer. Donc, être en dehors du temps, l'inconscient, et on dit que l'inconscient est intemporel. Donc, effectivement, c'est puiser dans l'intemporalité vers plus d'infini. Ce que la poésie fait et le roman moins. Et encore, je m'avance peut-être. Peut-être que les romanciers seront pas du tout contents de ce que je dis. Et d'ailleurs, ce n'est pas un jugement de valeur. Ce n'est pas que la poésie soit meilleure que le roman ou que ce soit une forme plus proche de la vérité. Mais elle y va de manière plus profonde, malgré tout. Oui. Une approche de la vérité dans la déconstruction du discours, alors. Oui, la déconstruction. Et Yves Bonnefoy, que j'aime beaucoup, à qui je me réfère souvent, et c'est de là que vient le nom de ma collection Le Vrai Lieu, parce que Yves Bonnefoy, qui n'était pas pour le concept, qui était même anticonceptuel, il pensait même que le concept était l'ennemi de la poésie. Cependant, il a beaucoup écrit sur la poésie, c'était un essayiste. Et donc, il pensait que le poète est celui qui s'approche le plus, du moins au plus près, d'une certaine forme d'expérience ayant trait à la finitude. Et que le vrai lieu, c'est le vrai lieu de la parole poétique. Et surtout, et donc il tenait au fait que la poésie, ce n'est pas de la littérature. Ça se caractérise quand même par une forme, un travail sur la forme, vraiment, sur un travail d'écriture tout à fait différent. Et avec les consonances, et voilà, comme si la poésie essayait de s'approcher de ce lieu, pour lui, le vrai lieu, le lieu de la parole poétique. Donc, comme si la poésie s'approchait au plus près de ce lieu, de ce moment, de cette époque, de cet espace où un jour, nous n'avons pas été séparés. Voilà. Et que peut-être, comme la musique alors,
Et comme les consonances, la musicalité, les rythmes dans la poésie, qui suppose un travail de forme, de mise en forme dans l'écriture. Donc la poésie serait censée s'approcher au plus près de ce lieu. Mais c'est un lieu d'avant le langage, finalement. D'avant le signe, Ouais. mais qui doit passer par le signe. Donc double contrainte, terrible contrainte d'approcher ce qui est avant le signe par le signe. Voilà. Des essais. La mission du poète. Ouais. Ouais. Voilà. Et bien, justement, est-ce qu'on pourrait entendre quelques-uns de tes poèmes ? Ça serait... Alors, oui. Alors, je vais commencer par le dernier recueil, un poème du dernier recueil dans Le Tremblement du Seuil. Le temps humain. Le temps humain, je le prends pour argent comptant, par les deux ailes que forment tes mains chaudes sur mes paupières. Je ne dis pas qu'elles sont fermées, ni tes mains, ni mes paupières, que mes yeux n'ont pas vu ce qu'ils devaient voir, que j'ai fui ou échoué. Je ne dis pas que le soleil s'est cogné. J'ai cru ce qu'il fallait croire, cil à cil, effeuillant le spectre des mémoires, celui des couleurs. Les mémoires que l'on tait, trop anciennes et usées, les couleurs que l'on nous donne à boire, les mots dans leur enveloppe que l'on glisse sous la porte du cœur. Ces mots qui tracent une ride, comme on forme une phrase, dans la maladresse des premiers âges. Pour ne pas me froisser à la corbeille, je n'ai rien jeté. Le sommeil m'a plié dans de beaux draps, mais la vie va loin. Sur le trottoir d'en face, elle marche longtemps sur les traces du jour. Lèvres qui tremblaient. Je n'irai plus par vos quatre chemins. La guerre n'est à personne, elle m'appartient. Les voyages n'y feront rien, les regards bleus non plus, qui insistent quand je m'échappe, comme la mer échappe au point final de la phrase toujours échouée, à se casser un talon sur les pavés disjoints de la vérité qui insiste. À demi-mot, même la grâce n'y peut rien. Enchâssée dans le leurre du verbe, la coupe est pleine au seuil qu'il faut boire. De la rivière au plafond, j'ai bu l'enfer à peu de frais, vécu ce que vivent les saumons, remonté le courant d'air, dans le sens inverse des aiguilles à tricoter le vide. Pas gêné, le vide, de s'asseoir à mes côtés. Sous le réverbère, peu importe d'où vient la nuit. Le soleil n'attend pas de connaître le nombre des étoiles pour briller. L'univers se déploie mieux que tes mains caressant une boule de cristal. J'ai vu pour preuve une âme en toute chose, comme l'aura d'une flamme que l'on fixe sans pouvoir l'approcher. Sur le terrain très vague de nos sincérités, tu me souriais pour t'assurer d'une présence. Au diable qui ne croit au présage, c'est une question d'estomac à digérer, les asticots et la ferraille. Veux-tu que nous parlions de la fin, proche et lointaine quand tes yeux élargissent l'obscurité où ton ombre infuse ? L'ombre à elle seule suffisante sera ce portail furtif vers plus de mystère et de pureté. Il est des sourires dont nulle présence ne saurait témoigner. Lire du dire, fréquence Paris pluriel. Je suis aujourd'hui avec Laurence Bouvet, poète, psychanalyste et bien d'autres choses encore, moi je pense, j'en suis certaine, à faire, à laisser exister. Et on évoquait ce lieu, le vrai lieu, nom de ta collection d'Avant le langage. Est-ce que toi, dans ton écriture, tu penses que ce lieu, tu t'en rapproches ? Est-ce que ton écriture a changé ? Comment ça se passe quand on écrit depuis longtemps ? Oui, bien sûr, l'écriture a changé parce que l'écriture est vivante. Et donc elle ne peut pas rester en l'état, elle subit des transformations. Alors j'ai commencé par des poèmes, des poèmes d'adolescence, puisque le premier poème se devait être vers 17-18 ans. Donc des poèmes d'adolescence assez lyriques, très affectés comme ça, très naïfs aussi. Puis petit à petit, je me suis
aventurée sur le chemin de l'épure. Alors, je pensais un jour atteindre une sorte de minimalisme absolu dans l'écriture. J'avais comme maître, parce que j'ai Yves Bonnefoy, entre autres, hein, mais bien sûr, il y a les classiques, Victor Hugo, surtout Yves Bonnefoy, qui est vraiment pour moi une sorte de maître à penser. Et je m'étais dit, ah oui, un jour, mon but, ce serait, voilà, c'est ça, quoi, d'atteindre le niveau d'écriture d'Yves Bonnefoy. Mais on n'écrit jamais comme, c'est pas possible, voilà. Et en fait, et ce n'est pas péremptoire, mais on a son propre style, et puis voilà, ça s'impose, et puis on n'écrira jamais comme. Voilà, donc je n'ai jamais écrit comme Yves Bonnefoy. Donc j'étais partie pour l'épure quand même. Puis le décès de ma maman survient. Et là, j'ai écrit donc un recueil intitulé Comme si dormir, qui était fait de colère, lire, dire, lire, voilà, la colère est parfois, souvent, la source d'inspiration. Ça peut partir. Je crois que les meilleurs poèmes que j'ai écrits, c'était sous le coup de la colère. Et ils me sont venus assez spontanément. C'est résister alors, écrire. Oui, exactement, c'est résister. Et bon, voilà. Et donc la colère est aussi une source d'inspiration. Et alors là, c'est imposé à moi un style très, très heurté. Pas du tout du côté de l'épure. Le lyrisme, c'en était fini pour moi, du lyrisme. Parce que je voulais absolument rendre compte de ce que la mort fait, de la manière dont elle nous traverse, sans raconter la mort de ma mère. Donc c'était une écriture proche du corps. Proche du corps, je voulais saisir, fixer sur la page toutes les sensations, ce que j'avais perdu et ce que je voulais absolument retenir. Peut-être que le poète aussi essaye absolument, avec l'énergie du désespoir, de garder, d'aller et de retrouver ce qui est perdu, de le fixer à jamais. Donc retrouver quoi ? Les sensations. Pas les souvenirs. Je n'étais pas dans la nostalgie. J'étais dans le trauma. Un peu une sorte de traumatisme. Et le traumatisme, c'est du corps. Donc je voulais retrouver, en le fixant, la voix de ma mère, l'odeur de ma mère, le toucher, tout ce que l'on perd, tout le sensoriel. Quand on perd quelqu'un, on a beau avoir les souvenirs, mais je dirais que les souvenirs, c'est pour après. C'est au cours du travail du deuil. Mais sur le coup, c'est vraiment... on glisse, quoi. On glisse sur le terrain, sur les parois de la douleur. Et de la page, peut-être. Oui, de la page. Et on essaye, comment s'accrocher, retrouver pour ne pas perdre. Ça, c'était Comme si dormir. Et donc, qui est une écriture assez, heurtée, syncopée, avec dans un langage de l'enfance. Et à partir de là, à partir de cette écriture-là, je ne suis plus jamais revenue à l'épure, au minimalisme. Je n'ai plus écrit comme j'ai écrit Comme si dormir, parce que ça m'est arrivé qu'une fois. Mais disons que dans l'écriture d'aujourd'hui, il reste des traces. Il y a des séquelles. Des cicatrices. Le style qui est le mien, c'est a des comme peut-être tous les styles d'ailleurs, style, stigmate, cicatrice, voilà. Donc l'écriture d'aujourd'hui, pour moi, garde des séquelles de cette époque où la mort de ma mère m'a traversé le corps, une expérience à nul autre pareille, quoi. Et l'écriture, elle a pu quoi, alors ? Pardon ? Écrire a pu... Qu'est-ce que ça a fait ? Le poème a pu... Qu'est-ce qu'il a pu
t'offrir ou... Et pour comme si dormir, Ouais. c'était vraiment. Je dénonçais, je décriais, je votais non, je votais contre la mort. Alors c'est la colère, le déni, avant l'acceptation, hein, la douleur, Et ça t'a aidé le à chagrin. accepter? Ça a dû faire partie quand même du travail, oui, effectivement, du deuil. Tout pendant que j'écrivais Comme si dormir, je faisais des rêves. Alors, ce qui n'a rien à voir, parce que les rêves, je les ai tous notés. J'ai écrit un autre livre, donc On ne sait pas que les mères meurent. Ouais. On va dire chapitre 2. Ouais, c'est ça. Comme si dormir en premier lieu. Et puis, On ne sait pas que les mères meurent en deuxième lieu, où j'ai retranscrit 40 rêves que j'ai retranscrits dans l'ordre chronologique, où je les ai faits pour me rendre compte après coup qu'on pouvait y lire le deuil en train de se faire. Voilà. Mais c'est une forme plus... C'est un récit, quoi. Ouais. C'est plus narratif. Ouais. Et donc, ce sont des rêves que je faisais pendant que j'écrivais Comme si dormir. Et comme par expérience, je sais que l'on oublie les rêves. Ouais, tu les notes. Ah bah oui, donc je les avais notés en me disant, voilà, on verra. Je ne sais pas si j'allais en faire quelque chose. Ouais. Mais je voulais les garder eux aussi. Je ne voulais rien perdre qui concernât ma maman. Voilà. Et ben justement, t'es psychanalyste aussi et t'as écrit Pratiquer la psychopédagogie, qui est paru chez Duno en 2010. Il a été réimprimé, je crois, en 2019. Et est-ce que t'as recours, justement, tu parles du travail de l'écriture et de ce qu'on confie là, ce que le texte permet aussi d'extérieur, enfin, d'objectiver peut-être. Est-ce que t'as recours à l'écriture dans ton travail thérapeutique ? Alors, il m'est arrivé, oui, j'ai fait au cours de ma carrière des groupes à médiation poétique. Alors, ce ne sont pas des ateliers d'écriture, ce n'est pas de l'art-thérapie, c'est vraiment un soin, donc un dispositif de soins psychiques. Un groupe où j'accueillais des enfants et par le truchement du poème, on essayait d'avoir accès à ce qu'ils ont du mal à dire, à se représenter. Et puis aussi, j'avais l'idée qu'ils fassent l'expérience, qu'ils éprouvent le fait que de déstructurer un peu le langage, de démonter la grammaire, de faire des fautes. Ça pouvait être fructueux. On pouvait en faire quelque chose parce que beaucoup d'enfants qui ont du mal dans les apprentissages sont traumatisés par le fait qu'ils sont... bien, écrire, c'est une douleur. Écrire, c'est sanctionner. Il y a ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, et on écrit d'une certaine manière et on doit marcher droit sur le chemin de la phrase avec un début, un milieu et une fin, avec une ponctuation, des points, tout ce dont la poésie peut se passer. Donc il retrouve, au moins qu'il fasse l'expérience presque corporelle que écrire, ça peut être de la joie, et que, ah oui, alors je m'occupais pas de l'orthographe, je ne démontais pas l'orthographe, je n'allais pas jusqu'à attaquer, non. Mais en tout cas... Ils avaient le droit. Ils se trompaient, ce n'était pas grave, bon, voilà, c'était parfois phonétique, et ils éprouvaient le fait qu'écrire, c'est aussi une liberté. Et en groupe, on arrivait à confectionner des poèmes. Voilà. Donc ça, je l'ai utilisé dans des groupes thérapeutiques, à médiation poétique. Alors, le livre dont tu parles, la psychopédagogie, c'est un livre collectif où sont rassemblés des articles de psychopédagogues, plus une qui est moi, qui ne suis pas psychopédagogue. Les psychopédagogues, donc, ils sont des enseignants spécialisés, et parfois psychologues,
qui s'occupe d'enfants ayant des difficultés psychiques et d'apprentissage et d'intégration à l'école, dans la classe, etc. Qui utilise des médiations ou littéraires ou mathématiques, voilà. Et alors que les thérapeutes, psychologues et psychanalystes de surcroît ne sont pas censés utiliser de médiation. La médiation n'est pas un objet, n'est pas un vecteur en soi, investi comme tel pour atteindre un mieux-être, une meilleure compréhension, etc. Sauf que lors d'une thérapie avec une enfant qui était dans l'opposition totale, le refus absolu de communiquer, j'ai fini par lui proposer le fait que l'on pourrait lire ensemble une histoire, ce qu'elle ne voulait pas faire. Voilà. Elle n'était pas conciliante. Non. Elle n'était pas compliante. Voilà. Alors, elle était d'accord pour l'idée du livre, mais elle s'en est servie au départ donc comme un livre objet, et elle s'en servait comme un bouclier. Voilà. Donc, il y avait entre elle et moi un livre. Elle se cachait derrière, elle cachait son visage derrière le livre, et elle boudait toute la séance, et il fallait tenir le choc. Voilà. Donc, elle a boudé longtemps avec son livre, et dans la non-communication, puis petit à petit, elle a accepté que je lise un passage, qu'elle en lise un autre. Voilà. Donc le livre est devenu d'un mode de défense, d'une arme. Il est devenu un moyen de partage, de communication, puis de création. Et c'était un peu une première dans ma carrière d'utiliser le livre à ce point, puisque la parole n'était pas possible là. Et voilà. Donc voilà, j'ai utilisé le livre dans ces conditions. J'ai fait du groupe donc avec à médiation poétique, avec la poésie. Et puis en thérapie, j'utilise aussi ce qui m'aide, de la poésie vers ma pratique, c'est d'avoir recours à des images. Et à des métaphores pour que les enfants, plus les enfants d'ailleurs que les, parce que je m'occupe aussi d'étudiants et d'adolescents, mais plus les enfants, pour leur donner accès à une intériorité. Et par le biais de l'intermédiaire de l'image, qui est souvent poétique, cela me mène à entrer en contact avec l'intime de l'enfant, qu'il accepte mieux par ce biais-là que frontalement ou même par le jeu, parce que certains enfants ne jouent pas. Ils ne jouent pas non plus. Certains enfants ne jouent pas, ne dessinent pas. Donc il faut avec eux fabriquer les moyens d'une communication, déjà d'une communication. Et éventuellement avoir accès à leur intime pour leur en dire quelque chose. Qui puisse les aider. Voilà. On va écouter une petite pause. On va faire une petite pause et on écoute Souleymane Diamanka, qui est un slammer qui nous chante poésie hybride hexagonale. Débris d'une poésie hybride hexagonale, trouvés au pied des tours qui dessinent sur l'horizon de mauvaises diagonales. Les êtres ont peur les uns des autres et les âmes mal à l'aise dialoguent mal. Les enfants nés en enfer et traités comme des diables ont mal. Ils ont mal à la couleur de leur peau, ils ont mal à l'accent de leurs parents. Ils ont mal à des chapitres de l'histoire douloureux tellement ils sont absents. Ils ont mal à la pauvreté, la douleur n'est pas brevetée. La France les a mis au monde et c'est trop tard pour avorter. Certains enfants nés en enfer ont même fini par voter. Ils ont déchiré leur langue natale à force de faire du lèche-vitrine. Leur suicide social est un condensé de justice dans leur malaise intime. Ils sont à la fois le juge, le témoin, le coupable et la victime. Dans la rue c'est une victoire si un jour tu mènes une vie que tu aimes. Ils passent des mots aux actes et des actes aux larmes exactement. Ils ne font rien de leur journée, ils se plaignent, Seigneur. Mais quand on prend le temps de regarder leur vie, on a les yeux qui saignent. Un jour j'ai écrit la mort
le mendiant et l'orpheline. Le lendemain, j'ai récolté l'or, le diamant et le platine. Fréquence Paris Pluriel 106.3, Lire du dire, émission littéraire. Je suis avec Laurence Bouvet pour sa poésie, pour sa pratique, aussi également de son métier de psychanalyste. Et on a dit que tout ceci, enfin, le langage est au centre finalement de ta vie, de ta pratique et de ton art. Et tu écris d'ailleurs dans la présentation du concours Poésie en Liberté 2016 dont tu as été présidente du jury en cette année-là. Jetez en vrac tous ces fragments de vous sur une page, dans un carnet, dans les notes de votre téléphone, sur un ticket de métro, dans la paume de votre main ou dans celle de votre voisin. Puis rassemblez-les en une rêverie, puis en un écrit, une voix, une musique dont la forme apparaîtra au fil de l'écriture. Il y aura quelques pertes à assumer. On ne garde pas tout ce que l'on écrit, on efface pour parfaire, on sculpte l'invisible. Est-ce que tu sculptes l'invisible? Je le scrute. Oui. Et puis je le sculpte, oui. Ça, c'est peut-être par identification à Camille Claudel, Ouais. Sur qui j'ai écrit un recueil, une forme de recueil aussi, Unité 14, aux éditions L'Harmattan, où je donnais la parole à l'artiste qui avait été empêché de parole, puisque à partir du moment où elle a été internée, elle n'a plus jamais dessiné, pas un seul trait. Elle a beaucoup écrit en revanche, il y a une correspondance. Mais en 1913 jusqu'en 1943, 30 ans d'internement, c'est pas rien. Elle a été totalement empêchée de créer. Ouais. Et donc l'invisible, il y a, ça c'est dans le film que beaucoup connaissent avec Depardieu et Isabelle Adjani, on voit un enfant qui regardant la sculpture une sculpture d'un visage, je crois, de Camille Claudel, dit mais comment tu savais qu'il y avait quelqu'un à l'intérieur? C'est extraordinaire. Magnifique. Oui, c'est magnifique. Voilà, donc l'invisible est rendu visible. Pas que par la poésie pour le coup. Mais alors sculpter, pourquoi? Oui, dans sculpter, il y a cette façon d'aborder l'invisible. Et c'est aussi parce que j'ai eu l'impression à certains moments donnés qu'écrire était vraiment on y va à coups de pioche, quoi, ou de burin pour atteindre ce que l'on veut atteindre, presque dans la douleur. Qu'est-ce que tu vas atteindre? L'inatteignable, évidemment. L'inaccessible, être plus approché, ce que l'on sait déjà peut-être exister en soi. Alors c'était déjà là, mais peut-être pas, parce qu'il y a du nouveau. Donc ce n'était pas déjà là. Et avec des moyens, presque une douleur, quoi, parfois, pour atteindre absolument ce que l'on veut dire. Au plus près de... Je ne sais pas ce que l'on a comme spectre dans la tête au moment où on se met à écrire. Parce qu'on se dit, et une fois que c'est écrit, on se dit, c'est ça. Voilà, là, cette fois, c'est ça. Ouais. C'est exactement ça. Alors, comment le sait-on? C'est bien qu'on était en quête de quelque chose qui était quelque part à atteindre, voilà. Et qui était non visible. Et est-ce qu'on cherche dans le langage ou ailleurs? Alors, je pense à Lacan qui dit l'inconscient est structuré comme un langage. Alors, je sais pas, ça me vient. Oui, alors là, qu'est-ce qu'on peut lui dire? C'est que, est-ce que c'est structuré comme un langage, mais ça nous emprisonne et il faut se sortir de ça pour écrire? Ou est-ce qu'il faut rester dedans mais sortir? Mais c'est ça, c'est vraiment la double peine, quoi, pour vraiment pour le poète qui voudrait atteindre quelque chose qui est avant le signe, avant ce vrai lieu, avant le silence peut-être. Carrément le silence, avant la séparation. Avant même d'avoir eu conscience d'être, d'exister. On veut l'atteindre, on veut y retourner à ce grand tout
Mais on le fait par le langage, ce qui est impossible. Je dirais que la musique y arrive peut-être mieux quand même. Oui. Mais le poète se met martel en tête d'atteindre ce lieu-là par le signe, ce qui est un peu fou. Ouais, c'est complètement fou. Voilà. C'est presque impossible, mais bon, on n'a pas le choix. C'est comme si on n'avait pas le choix de notre art. C'est peut-être entre les mots que ça se cache. Ah oui, dans les interstices. Ouais. Mais oui. Peut-être là le vrai lieu. Oui, absolument. Et donc, tu es également éditrice. Ah oui. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ton activité? Ce sont les éditions Unicité. Est-ce que tu peux évoquer aussi Alors, les éditions Unicité, c'est d'abord une belle rencontre avec l'éditeur François Mokaer. Donc, c'est une maison d'édition qui est née en 2010. Et j'ai rencontré François Mokaer, qui une vraie rencontre, quoi, avec très humaine, et donc ça a été un coup de foudre, je dirais comme ça, poétique et éditorial, parce qu'il laisse beaucoup, il laisse beaucoup de liberté. Bien qu'ayant des exigences que tous les éditeurs ont, et les contraintes et les soucis, il laisse une grande place à la créativité. Alors je lui ai proposé de créer une collection, Le Vrai Lieu, qui est donc d'inspiration Bonnefoy, Yves Bonnefoy. Et il a accepté, il m'a donné carte blanche, et en me laissant le choix, la liberté de la couverture, la liberté des auteurs, la liberté, et ça, j'ai éprouvé cette liberté-là, ça fait beaucoup de bien. Donc je me suis occupée de l'écriture des autres, alors pour accueillir dans ma collection des écritures. Alors le choix des auteurs, oui, c'est comment? Alors, est-ce que tu prends ce qui te parle, ou est-ce que tu es capable de te dire ok, j'ai pas d'affinité, mais il y a quelque chose, quoi. Alors, le plus souvent, je rencontre l'auteur. C'est aussi une rencontre. Ça, c'est important entre l'éditeur et l'auteur et son écriture. Et je suis sensible à l'écriture pour laquelle je sens que l'auteur en est passé par une forme de processus. Alors, non pas forcément de l'intime, du dire de soi, ou à partir de soi, mais une forme d'intériorité. Alors ça, c'est peut-être, je me suis rendu compte, mais après coup, comme quoi, j'avais pas conscience au départ que je faisais peut-être... J'avais la même attente, j'avais une attente de psy peut-être, mais vraiment à mon insu, parce que je voulais entendre dans l'écriture de l'auteur, qui rejoignant la collection, je voulais entendre qu'il en soit passé par une intériorité, qu'il ait fait une forme une sorte de chemin presque initiatique, voilà. Et à chaque fois, ce sont des coups de foudre et cette forme de sensibilité, quoi, que je recherche. Ouais. C'est garant d'une écriture. De qualité. Parce que je pense être une écriture de qualité. Alors évidemment, il y a beaucoup de refus. On est obligé de faire un choix. Oui, on en reçoit pas mal. Et il y a forcément un choix. Donc c'est cruel parce que et même si parfois il y a de bons recueils, mais qui ne vont pas correspondre à ma collection. Alors à ce moment-là, comme on travaille en équipe. Au sein des éditions Unicité. Il y a plusieurs collections, voilà. On est 6 maintenant, 6 collections. Donc, on travaille en équipe, on se réunit. Et si jamais un recueil ne correspond pas à ma collection, je peux le transmettre et le suggérer à un autre directeur ou directrice de collection. Voilà. Ou parfois même hors collection. Et alors, à ce moment-là, c'est François Mokaer, c'est l'éditeur qui décide de publier, quoi. Ouais. Voilà. On écouterait bien encore un peu encore certains de tes poèmes.
Alors, tu m'as confié que tu avais choisi par ordre chronologique, du plus récent au moins récent, je sais pas. Oui, en fait, je suis venue avec peu de livres, mais j'ai pris le premier et que j'ai publié, qui est une forme de plaquette plutôt. C'était aux éditions Hélice, collection Poètes Ensemble. D'accord. C'était dirigé par Emmanuel Berland, une maison d'édition associative. Hein, voilà. Donc j'ai pris celui-ci, qui est le premier, et puis le dernier, dont je vous ai lu des extraits tout à l'heure, dans Le Tremblement du Seuil. Voilà. Et là, tu voulais nous lire des extraits de Comme si dormir aussi. Alors, de Comme si dormir aussi. Ah, celui dont tu nous as parlé. Qui se trouve au milieu du chemin. Ah bah alors, commence par la fin, j'ai envie de dire, enfin par le début. Par le début, alors. Par le début. Par Mélancoliacie. Mélancoliacie. Alors, Mélancoliacie. Marcher sur un chemin en train de se creuser, peut-être même en train de s'ignorer, de naître et de périr d'un même geste de flamme. C'est qu'un vertige propose son assaut au point de suspension, et de feindre l'élan ne suffit au voyage. Marcher immobile, puisque le bras s'avance et qu'un funambule prend des notes sur les ardoises des toits protecteurs. Les cygnes attendent leur miroir, suspendus à des paupières mi-closes. Ô filet tendu à la criée des étoiles, vos cils déployés comme des frontières exigent de la lumière les raisons du passage. L'âme noue ses doigts de glace, mais le cœur ondoie. Il dessine une échelle pour en faire le tour. Elle lui raconterait ses souvenirs d'arbres, si les clés du ciel consentaient à l'offrande. Marcher en soi jusqu'au visage intérieur, dont l'ovale se joint à la courbure de la terre, tel un heurtoir à la porte de l'univers. Un autre de Mélancoliacie ? Vas-y, Ou Comme si dormir, c'est comme voilà. Alors, un petit, un tout petit. Un tout petit. Vraiment, minuscule. Un jour, j'ai dit le plus court poème qui soit, c'est Maman. Ah oui. Tout pourrait se réduire à ça. Oui. Quoi. On s'en contenterait, hein, Maman. Oui. C'est un joli poème. Donc, un poème très court. Les arbres aussi pleurent la nuit. Ils me l'ont dit. Mais il ne faut pas le répéter. Alors maintenant, un extrait de Comme si dormir, puisque je vous en ai... Celui-ci chez Bruno Voilà, Doucet. Chez Bruno Doucet. En allant se coucher, belle mort, beau visage, n'a pas souffert, on dit bien reposé, comme on dirait comme si dormir, comme si c'était possiblement comme. Ta mère est morte, façon serviette, enfant trop sage, belle tenue, beau pliage. Dans quelle rue, de quel jour s'est-elle défaite, mon endormie, s'est-elle dissoute? Et ton corps qui savait, s'il savait, comme un animal sait, cachant ses plaies, qui sentait de cette intuition, de ce savoir, toujours à l'heure, de cette pudeur, quand l'esprit ôte son bandeau, chair rougie, retournant à la chair. C'est le ventre qui explose, c'est la gorge, dedans le ventre, c'est la bourre, c'est couteau. Mourir de ça, ou mourir d'autre chose, ah, ton refrain, sale refrain. Qu'il se coupe aujourd'hui la langue, la terre réclame son petit de lui rendre sa morte, morte pendant longtemps. Les pieds devant, ta mère, elle disait. Ce n'est pas comme d'une maille à l'envers se fendre, ma chérie, ton aiguille en croisant, ce n'est pas comme jolie fleur, ma fille, merci, belle plante. Alors j'ai 5 ans. De la terre jusqu'au ciel, éperdu ta mère, croix de fer jeunement, éperdu ma mère, s'en est allée, bilboquet. Rien ne m'est d'elle qui ne soit moi, qui ne soit elle. Éperdu maman compte jusqu'à 3. Un marteau écrase 1000 abeilles à mon front, les années, à la vie, pour la vie. J'avais une mère, ne l'est plus. Alors j'ai 5 ans. Petit Jésus, si elle meurt, je te tue. Pourtant, j'étais riche. Rondeur des bras, rondeur des seins, des hanches, rondeur des joues, j'avais une mère, rondes heures de mon enfance. Ce qui de l'épaule sur sa peau fraîche, ce qui de l'expression insistant dans mes veines sent de son sang, fier du rouge à ses lèvres, fier de sa beauté yeux verts. De cette beauté lasse qu'en sonne le cœur,
Parmi les innombrables poussières de ma poussière, parmi le fouillis des lettres, tu la retrouveras. Les mamans reviennent toujours avec dans les mains leur promesse de lait. Alors j'ai 10 ans. 12 heures après l'or que chair violacée s'ensuivent, qui peau froide, qui yeux au ciel a tué la mort, mais non, la mort c'est la vie. Faudrait savoir des fois. D'aucun pays, d'aucun destin, comme hache aiguisée, écorchant loin, un vertige, une chute par où le corps fout le camp, quand l'âme ses viscères, vice versa, ses vices et ses airs, là un souvenir, là une absence, et la douleur qui me regarde, elle voudrait causer, mais là, prostrée comme ça, bord du chemin, son petit genre, rien à dire, à déblatérer, nada, nothing, nichts. D'aucun langage. La douleur, elle se double, cette imposture, lourdeur du sabot crotté par la fange, coque de noix brûlée, craquelante, elle dit « la mort est bleue ». Que rien ne peut me précipiter plus loin que cette peine. Attendu que démembrement de ma grammaire, je articule pour seule annonce « maman est morte » ou « elle est morte » selon l'humeur et la distance. En un mot, comme en sang, S-A-N-G, à faire valoir ce qu'on voudra. Fréquence Paris Pluriel, 106.3, lire du dire. Et je suis avec Laurence Bouvet qui vient de nous lire un extrait de Comme si dormir, publié chez Bruno Doucet. Et c'était en quelle année ça ? 2013. 2013. Très bien. Est-ce que tu penses, Laurence, que la poésie est écoutée, qu'elle est lue, transmise? Est-ce que tu penses que des gens achètent des recueils ou vont écouter de la poésie? Je crois que les gens dégustent la poésie comme un mets précieux et qu'ils achètent, oui, qu'ils viennent écouter, et s'ils ne le font pas, enfin, la poésie peut venir à eux aussi, hein, parce qu'elle est très vivante, la poésie est vivante, il y a énormément de manifestations, de lectures, d'événements, de festivals, les poètes, les éditeurs, tout le monde se travaille quoi, à la transmission. Quoi. L'origine des poètes, bon, les poètes étaient des troubadours, ils arpentaient les routes, et elle était orale d'ailleurs, avant l'écrit. Donc, je pense que les gens, oui, sont très friands de poésie parce qu'ils y trouvent toujours avec beaucoup d'émotion, une vérité qui leur correspond. Tel ou tel poème, tel ou tel auteur, tel ou tel style, telle ou telle thématique, s'il y a une thématique. Et il y a, et on le voit par exemple pour le concours dont tu parlais tout à l'heure, oui. Le concours Poésie en liberté, voilà, c'est ça, créé par Jean-Marc Muller et repris aujourd'hui au niveau de la présidence par Mathias Vincenot. Donc c'est un concours qui existe depuis, si je ne me trompe, 25 ans, maintenant, 25 ou 26 ans, qui est réservé aux 15-25 ans, donc collégiens, lycéens, étudiants, apprentis, francophones. Hein, c'est un concours pour la poésie francophone. Et bien, chaque année, le concours reçoit presque entre 4000 et 4500 poèmes de participants. Ce qui est énorme. On sent qu'il y a, alors chez les jeunes, mais, voilà, j'allais t'interroger. Bien sûr, voilà, chez les jeunes, mais bon, qui s'ils ne sont pas dégoûtés de la poésie par la scolarité, s'essayent. Tous ne deviendront pas poètes, mais c'est pas grave. Donc on a l'impression que c'est quand même l'objet d'un engouement, quoi, hein, comme moyen d'expression déjà. Moyen d'expression auquel certains s'essayent. Et puis, et pour le lecteur,
moi, tous les événements auxquels j'ai participé, il y a toujours de très bons retours quant à la poésie, parce que les gens vraiment recherchent quelque chose. Qu'est-ce qu'elle peut transmettre, la poésie? L'émotion, la vérité. Laquelle? Bon, alors là, vraiment, là, je vais faire une pirouette cacahuète. Ça mérite une pirouette. Pirouette cacahuète, à chacun sa vérité. Ouais, t'as raison. Ça mérite une pirouette. Ouais. Voilà, après tout. Et puis, c'est pas toujours accueilli comme on l'envoie. Enfin, c'est vrai que chacun y trouve, d'autant que la poésie emploie parfois des détours ou des images que chacun se réapproprie comme il veut, quoi. Voilà. Et est-ce que tu penses que quand tu écris, par exemple, tu transmets un sens univoque où tu veux dire quelque chose et que le lecteur va recevoir ce que tu écris, ou tu laisses le texte aller en sachant que tu n'es pas détentrice du sens? Alors, j'ai écrit dans un autre recueil qui s'appelle toujours Traversée obligatoire, le fait que le sens n'est pas donné. Et j'avais dans l'idée de la traversée obligatoire, c'est-à-dire du chemin que doit faire le lecteur vers le poète et le chemin que doit faire le poète vers le lecteur. Presque à mi-chemin, alors ils peuvent se rencontrer. Mais le sens n'est pas donné, c'est-à-dire que la poésie n'est pas toujours accessible comme ça. Elle n'est pas faite pour être forcément belle et elle n'est pas faite forcément pour être compréhensible. Voilà. Elle n'a pas de visée pédagogique au sens où elle expliquerait, où elle se simplifierait la tâche par une forme qui soit absolument simpliste, simplifiée ou accessible par par destination comme une arme, par volonté. Par littéralité. Oui, c'est ça, voilà. Donc, le sens qu'elle transmet, c'est bien du sens, cela peut passer par le rythme, une certaine rythmicité, un certain contenu, oui, bien sûr, du contenu, un thème qui touche particulièrement, une émotion qui est transmise presque en l'état. J'ai eu des surprises, des étonnements, des rencontres tout à fait touchantes mais douloureuses avec Comme si dormir, parce que je l'ai beaucoup lu en public et il arrivait que, c'est dire que l'émotion était forte. Et c'est vraiment la visée que j'avais, évidemment, de garder l'émotion, parce que moi-même, longtemps, en le lisant, j'avais larmes à l'œil, mais bon, voilà. Et des jeunes, ça m'est arrivé aussi, et en librairie, des gens qui pleurent à l'écoute, et même qui quittent le lieu, qui s'en vont parce que c'est trop dur. Voilà, ça peut arriver. C'est dire que, bien que ce soit du langage, et que le langage soit déjà une barrière, et qu'il soit déjà distancié, l'émotion peut parvenir presque intacte. Donc c'est formidable. Ben oui. Enfin, voilà, je prêche pour ma paroisse. Mais, pour la paroisse de l'humain, certainement. Ouais, de l'humain et de la poésie. Voilà. Ouais. Parce que je pense que oui, il y a une rencontre hors du langage. Oui. D'ailleurs, c'est si vrai que parfois on écoute une chanson, combien de chansons, je veux dire, en anglais, dont on n'aura jamais compris le sens et qui nous traversent et nous bouleversent pour toujours. Moi, je me suis rendu compte de ça. Hotel California, j'ai jamais rien compris, mais enfin, je veux dire, j'ai pas traduit la chanson. Voilà, quelque chose passe, quoi. Alors la poésie, elle a quand même la prétention que quelque chose passe avec les mots, vraiment, et qu'il soit compréhensible en tant que tel. Mais ils sont tellement mal axés et parfois maltraités par le poète que on peut avoir des surprises. Et maintenant, alors, les projets, il y a un livre. Les projets, alors j'ai écrit un premier roman, qui est parti d'une colère aussi. Les miroirs ne disent pas tout. Bon, c'était à propos je voulais parler du trouble de l'identité de genre, ramené aux années 70 et
recontextualiser le trouble de l'identité dans le trouble de la société de l'époque. C'était à quelle époque il est paru Il est paru, oui, il y a quelques années, il y a 3 ou 4 ans. Ouais. Mais il se situe dans les années 70, à l'époque aussi où la banlieue était en transformation. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir que ce que l'on appelle trouble de l'identité, quand on ne l'appelle pas dysphorie de genre, ce qui est encore pire et plus affreux, le trouble se situe toujours dans un trouble alentour. Dans un trouble, voilà. Donc mon prochain, j'ai un roman en souffrance et au travail. Et puis la poésie, je continue de prendre des notes, les fragments comme ils me viennent sur un ticket de métro, dans ta main, dans ma main, voilà, des fulgurances pour un jour peut-être devenir un recueil. Et tu retravailles tes fulgurances? Ah oui, après coup, oui. Tu travailles ou tu fais d'un premier jet? Il y a le premier jet, il y a les fulgurances, et ensuite c'est beaucoup de travail. Ah, tu travailles? Ah oui, il y a beaucoup de travail d'écriture, sur la forme. Maintenant, c'est comme si dormir, j'ai souffert corps et âme. Ah oui. T'as mis combien de temps? Pour l'écrire, j'ai mis 3 ans. À 3 ans? Oui, alors que le dernier, dans le tremblement du seuil, j'ai mis, ça c'était un peu bizarre, je traversais une phase tout à fait particulière de ma vie, je l'ai écrit en 3 mois. Ah oui? Oui, et je me suis dit, c'est pas possible, je l'ai écrit trop vite, il est forcément mauvais. Oui, c'est curieux. Oui, oui, alors que je l'ai écrit comme ça. Là, ça venait du corps, vraiment, et du cœur aussi. Alors que comme si dormir, j'ai mis un temps fou. Enfin, j'ai eu l'impression à la fin que je ne voulais pas quitter, je voulais pas le finir, ce recueil. Ouais. Pour pas terminer ce que j'étais en train de faire, de tout récupérer, toutes les sensations du côté du maternel. Et je voulais pas en finir, quoi. Je voulais pas que ça s'arrête. Je voulais pas qu'il soit enfermé dans le recueil, et puis quand même un jour je l'ai laissé partir. Voilà, c'est ça, publier, c'est laisser partir. Ouais, voilà, il faut le quitter, quoi. Et donc là, un roman. Un roman, et puis un recueil toujours quelque part, dans le futur. Voilà, ouais. Et des poètes que tu vas publier. Aussi, bien sûr, oui. T'en publies combien par... Pas tellement. Si j'en publie 3 ou 4 par an, pas plus. Ouais. Voilà. Là, le dernier en date, c'est un recueil de Francis Coffinet. Mais j'ai aussi publié, si je peux les citer, parce que ce sont des auteurs qui reviennent souvent, parce que j'ai publié 2 ou 3, voire 4 recueils dans ma collection. Donc Claire Calfon, Hélène Révet, voilà, il y a eu Geneviève de Platière. Et j'en oublie, bien sûr, au jour d'aujourd'hui. Il n'y a que de la poésie dans ta collection. Que de la poésie, oui. Absolument, que de la poésie. Ouais. Voilà. Merci beaucoup, merci à toi, Carole. D'être venue évoquer pas que la poésie, évoquer vivre peut-être, essayer de vivre... En poésie. En poésie. Ouais. Et c'est bien qu'elle ait la parole. Il faut. Parce que si on ne lui donne pas, il bien faut la prendre. Voilà. Et puis qu'elle devienne contagieuse, comme dirait Jean-Pierre Renet. Oui. Voilà. Ouais. Merci. Merci Carole, ça m'a fait plaisir. Ouais.